Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va en mettre une couche sur Justin Sun. J'ai été très surpris de ne pas avoir beaucoup de détracteurs par rapport à mon inviction du côté de Justin Sun. Donc ça me donne la légitimité pour en remettre une couche, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai rien contre ce personnage-là. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'écosystème crypto-monnaie dans son ensemble. Et je regarde juste par rapport à des agissements qui me troublent un petit peu par rapport à des formes de décentralisation, de DAO, ou une philosophie qu'il souhaite incarner. Maintenant, inutile de s'inquiéter. Inutile de capituler ou de paniquer sur des mots ou sur des news qu'on pourrait éventuellement avoir. En revanche, il y a des petits indicateurs, des signes avant-coureurs qui pourraient nous alerter. Je vais vous montrer ceux que je vais regarder avec le plus grand intérêt ou la plus grande intensité. Et rassurez-vous, je vous le tweeterai si jamais il y a des choses que je vois dans le futur plus ou moins éloignées. Ça, je vais vous en parler en fin de vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous redonner un indicateur technique qui doit concerner, et peut-être le seul indicateur technique qui doit concerner les investisseurs. Et si aujourd'hui vous êtes plutôt investisseur et que vous souhaitez vous positionner, il est peut-être beaucoup trop tard pour le faire sur ces niveaux de valorisation vis-à-vis de Bitcoin, peut-être d'autres crypto-monnaies toujours dans une bonne représentation chartiste, ou en tout cas condition ou de zone chartiste. Mais côté Bitcoin, peut-être il faudrait être beaucoup plus patient. Je finirai sur tout ce qui est perception. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé une forme de fractalité que je commence à décrypter, qui s'est passée en 2016, qui s'est passée en 2020, et qui se repasse encore une fois en 2024, et qui n'est clairement pas différent de ce qui s'est passé auparavant. Est-ce différent? Restez bien avec moi, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur les marchés crypto comme traditionnels. Côté Bitcoin, il n'y a qu'une seule chose à regarder. On passe en mensuel. On va regarder s'il y a des trends qu'on devrait éventuellement pas briser pour structurer des structures, c'est assez drôle, qu'on n'aimerait pas visualiser. Ici, 59 665 $, à peu près, 59 000 $, pardon. Si on clôture en dessous, le mois d'août, c'est quand même pas très haussier. On aurait une structure en M-top et il faudra peut-être plusieurs mois avant de retrouver de nouveaux sommets. Mais actuellement, on règne jusqu'à preuve du contraire. Plutôt haussier, si on venait à aller chercher les 74 000 $, ce serait juste formidable. Dès lors, en fonction de cette représentation-là, on part du principe que Bitcoin garde sa dominance. Il est possible que dans les 48 prochaines heures, il y ait une perte de dominance au profit de son cousin Ethereum. Donc je vais le jouer. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que Ethereum va clôturer au-dessus des 2800 $. Donc il y a un risque récompense plutôt bien avantageux vis-à-vis d'un play qu'on pourrait prendre sur des petites time frames. Si vous voulez le voir, restez avec moi, on le reprend juste après. Mais avant ça, j'aimerais vous remettre dans cette forme de perception. Une perception marché est toujours corrélée par rapport à une émotion. Cette émotion, elle est baissière. Pourquoi? Parce qu'on est tôt dans le grid, tôt dans le fear, et on est plutôt dans le fear actuellement, alors qu'il ne se passe strictement rien sur ce marché, hormis l'idée d'avoir une formidable machine à laver. Et quand on se rapproche des supports, on tente de vendre, et quand on se rapproche des sommets, on tente d'acheter, et en fait, on se fait tout simplement malmener. Dès lors, si on corrèle une émotion plutôt pessimiste, de peur, en vue d'anticiper une forme de capitulation, pas le boulot des investisseurs ou des spéculateurs d'anticiper. C'est de jouer en fonction des confirmations. Actuellement, ces confirmations, on ne les a pas. En revanche, on a une forme de perception. Et cette perception, elle est formidable. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, comme en 2016, comme en 2020, et ici, en 2024, dans un marché long terme plutôt bullish. Et bullish, je parle en trimestriel. Si vous passez en trimestriel, vous le voyez comme moi, on fait bien des sommets toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Et là, sur du long terme, on est haussier. Sur du moyen terme, mensuel, hebdomadaire, on est plutôt baissier. Parce que ici, vous le voyez bien, on fait des hauts toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. On a bien en fait une forme de dynamique baissière sur des time frames en mensuel. Et en hebdomadaire, c'est la même. On fait toujours des hauts toujours plus bas que les précédents, donc on est bien dans un flux baissier, dans une dynamique baissière en hebdomadaire. Si je passe en daily, waouh, on commence à avoir quelque chose de très pertinent. On a en fait ici des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents, et exactement la même chose en 4 heures. On a bien des hauts toujours plus hauts que les précédents, et avec ce high ici par rapport à la résolution du triangle, on en a parlé dans la vidéo d'hier, on n'y reviendra pas, toujours des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus bas. Dès lors, on se retrouve dans une situation synonyme de ce qui s'était passé en 2020
et en 2016. On est haussier long terme, voire très long terme, multi-time frame, trimestriel et mensuel. On est baissier moyen terme sur de l'hebdomadaire et sur du journalier. Et on est haussier court terme ou très court terme sur des time frames en 4 heures ou en daily. Intéressant de l'observer. Et vous allez voir que cette situation-là devra en fait être conservée le plus longtemps possible en vue d'une résolution. Généralement, le premier qui bouge perd. Je suis assez confiant pour aller voir une forme de petite dégradation supplémentaire, juste ce qu'il faut pour mettre suffisamment de personnes de l'autre côté de la barrière en vue de enclencher ce magnifique rallye haussier. Et ce magnifique rallye haussier, on peut l'anticiper, pas dans une forme de prédictive ou de visualisation du futur, mais plus par rapport à une situation on-chain qui nous est proposée régulièrement, notamment par Professeur On-Chain, Prof Chain de Cryptost, avec ses travaux qui sont formidables. Et je vous invite réellement à vous y abonner. Et je fais un relais par rapport à mon travail que j'avais fait en mars 2023. C'était le 2 mars exactement, commence à dater. Et on avait regardé ça. On se trouvait aux alentours des, je ne sais plus trop, 50 000 $ à peu près. Et si on reprenait une fractalité parfaite par rapport à une situation de price action vis-à-vis de Bitcoin, on s'attendait à potentiellement une performance relative de près de 350% vis-à-vis des bottoms. Et on reprend exactement cette même perspective. Bottom, top intercycle, 350%. C'est juste incroyable de l'observer. Bottom, performance intercycle, top intercycle, 70 000 $ environ. On n'a pas été très mauvais sur le coup avant de voir et d'observer une forme de consolidation. On avait enclenché une target aux 32 000 $, mais les clôtures trimestrielles ont invalidé ce play-là, donc ne peuvent pas réactiver cette target d'Hermès aux 32 000 $. Pour la réactiver, je vous la donne et je vous le redonne, il faudra clôturer en dessous des 59 000 $ en mensuel. Si on clôture en mensuel en dessous des 59 000 $, on réactive la target d'Hermès aux 32 000. Simple, clair, précis. Ça reste une target. C'est pas une visibilité ou une vision ou une certitude absolue. C'est juste des plays qu'on peut jouer en fonction des éléments que nous avons sous les yeux. Si on va plus loin, il y a une chose qui est très importante à regarder. Ça, c'est le travail de PropChain. Vous regardez les investisseurs court terme, donc ce qu'on appelle les STH, Short Term Holder, avec un prix moyen, donc ce sont les investisseurs ou les spéculateurs qui se sont positionnés sur le marché entre maintenant et 155 jours en arrière. On le visualise, ils sont actuellement sous l'eau, 63 900 $ sur un prix réalisé moyen. Donc les short term holders sont sous l'eau. En revanche, les long term holders, eux sont plutôt en gain, jusqu'à preuve du contraire. Et si on prend le prix réalisé du marché, on en reviendra juste après, on est très nettement en gain, puisque actuellement ce bottom se trouve aux alentours des 31 500 $. Mais ce qu'il faut regarder, c'est cette disparité, cette dichotomie entre les short-term holders et les long-term holders. Ici, il y a quelques semaines en arrière, on voyait que les short-term holders reprenaient l'ascendant dans un flux haussier relativement important avant d'arriver sur de nouveaux ATH, et les long-term holders distribuaient leurs tokens aux plus petits. Et c'est toujours en fait des vases communicants. Les flux sont toujours dans ces vases communicants. Ce sont les nouveaux arrivants qui payent les anciens holders ou les anciens investisseurs ou les anciens spéculateurs. C'est comme ça en fait que le prix tout simplement se déplace. Et on a tendance à penser que lorsque les petits investisseurs sont sous l'eau, on est dans des phases de capitulation. C'est possible d'avoir une forme d'accélération, sauf si le holder long terme pense que c'est un prix satisfaisant pour pouvoir réintégrer ce marché. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On le voit ici sur du très court terme. On voit que les long term holders, donc ceux qui sont là depuis plus de 155 jours et plus, ont repris en fait l'initiative de capturer le supply des short term holders qui ont tout simplement vendu. Dès lors, on est bien dans une phase de changement de main. Ce qu'on peut également appeler ou anticiper comme une forme de réaccumulation. Mais cette réaccumulation, on ne connaît ni les points bas pour avoir le bottom générationnel de cette intercycle, si vous voulez, on peut le viser jusqu'à 42 000 $. En tout cas, c'est un play que j'ai, hypothétique, bien évidemment, mais je le joue puisque j'ai eu quelques confirmations qui m'indiquent à penser qu'on pourrait éventuellement aller le visiter. Ça, c'est quelque chose de très important et ça me donne en fait un relais par rapport à ces investisseurs. Est-ce qu'on doit réellement se prendre la tête à essayer de regarder tous ces petits détails sur des toutes petites time frames, alors qu'en tant qu'investisseur, et on est pour la plupart d'entre nous plutôt investisseurs, on a juste un seul indicateur à regarder. Cet indicateur, il est extrêmement simple. C'est le prix de Bitcoin réalisé depuis son commencement. Et actuellement, qu'on le veuille ou non, il se trouve très bas. Voilà, il est exactement... Alors, je vais le reprendre juste ici. Pas celui-là. C'était ça. Alors, est-ce que je l'ai ici? Parce que c'est pas 4 000 $. Je vais essayer de le reprendre sur une autre time frame ou sur une autre charte. Est-ce que je peux la voir?
C'est pas celui-là. J'ai mon bug. Prix d'entrée, BTC, style. Je l'avais tout à l'heure. Bon, bah, il me donne pas les 31 000 $, mais ça me doit me donner aux alentours des 31 000 $ par rapport à mon long-term holder. Je ne sais pas pourquoi il me le donne pas. Je vais le couper, je vais le réintégrer sur mon indicateur technique. Realize price. Je vais essayer de le retrouver. Il est ici. Ouais, ça doit être celui-là. Non. Alors, sauf si c'est moi qui ai fait une bêtise par rapport... Ah mais non, mais je suis en normal partout. Ça devrait fonctionner, mais c'est pas 4 000 $ au niveau du Realize Price depuis le début, c'est bien 31 000 $. Et en fait, vous aurez observé tout simplement que ce trait-là doit, alors donc je vais avoir un petit bug technique, systématiquement va chercher en fait au niveau du prix réalisé, parfois sur des cycles de fin de bear market, exactement au niveau des points bas. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut y observer. Donc c'est le seul indicateur que vous devez regarder. Malheureusement, j'ai pas réussi à le retrouver, puisqu'il aurait dû fonctionner. Je vois pas pourquoi il fonctionne pas. Alors est-ce que si je vais le chercher sur une autre épingle, est-ce que ça fonctionne mieux? Non. Je vais essayer de le regarder sur un épingle C. Non, bon, ça marche pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Tant pis pour moi. Mais en fait, c'est clairement ce qu'il fallait regarder. Je continue avec Justinson. Donc, on passe, on reviendra dessus. Mais essayez de trouver le Realize Price et vous allez voir en fait que c'est clairement ce qu'il faut rechercher. Tout simplement. Donc 31 000, 32 000 $ à l'heure où je vous parle. On va reparler de Justinson. Pourquoi? Parce que j'attends 3 choses avec Justinson. 1. Un signe technique. 2. Une news virale. 3. Un sentiment de peur. Un sentiment de capitulation. Il faut absolument qu'on regarde ça. La première chose qu'il faut regarder, et la première news, moi qui m'avais alerté, c'est celle-ci. L'USDT de Justinson n'est plus collatéralisé avec Bitcoin. Donc il est 100% collatéralisé par rapport à ce stablecoin algorithmique. Dixit, beaucoup penseront au l'UST de Terra Luna, et c'est une réalité puisque l'USDD a été créé pour essayer de corriger les déboires de Terra Luna. Et est-ce qu'il va y arriver ou pas? Est-ce qu'il va être attaqué? C'est pas complètement impossible, mais il faudra donc attendre un signe technique et une news virale. Et c'est vraiment cette news virale, on ne sait pas trop d'où elle viennent, mais en tout cas elle s'amplifie. C'est clairement ce qu'il faut aller chercher tout simplement. Dès lors, il faudra remarquer quelque chose. La première chose, c'est un DPEG. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si vous observez des DPEG, ici il y en a eu plusieurs sur l'USDD, donc ici moins 3%, ici moins 3%, moins 2%, et ici jusqu'à à peu près moins 4% au niveau de la parité par rapport au dollar. Donc il faut observer un DPEG. Et ce DPEG, il faut absolument le corréler avec quoi? Avec la baisse au niveau du TRX. Si vous regardez ces DPEG-là, donc il a été créé ici mai 2022, et vous avez ici un fort DPEG et une forte baisse au niveau du tronc. Vous le voyez ici, là, la grosse mèche rouge par rapport au DPEG. Ça, c'est un risque avant-coureur. Ça a été repris au repeg. Derrière, on collatéralise l'USDD par rapport au tronc de TRX. Et à ce moment-là, il y avait quand même du Bitcoin, plusieurs milliers de Bitcoin qui collatéralisaient également l'USDD. Et la deuxième fois que c'est arrivé, c'était plutôt ici. On peut partir du principe que Tron a plutôt bien résisté, bien qu'il était à ce moment-là collatéralisé, surcollatéralisé, notamment par rapport à du Bitcoin. Ensuite, vous avez une augmentation, un DPEG, donc une baisse au niveau du TRX, et ici, une forte augmentation au niveau du TRX. La question à se poser, c'est s'il y a un DPEG fort, ici, plus une baisse forte au niveau du TRX, avec une news virale, vous aurez bien un play technique, une news virale, catalysante, et attendre tout simplement une capitulation ou un sentiment de peur très important, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas de news virale, en somme, tant que vous ne le voyez pas sur vos fils d'actualité, que se passe-t-il du côté de la blockchain Tron? Après un nouveau sommet, celui-ci s'écroule par terre, là ce sera catalysant, et il faudra bien évidemment prendre patience et attendre les opportunités, avant que tout le soufflet redescende. Donc c'est ce que je joue personnellement, actuellement je le vois clairement pas, je ne m'en inquiète pas, et beaucoup m'ont dit... Hermès, par rapport à ce que tu as dit hier vis-à-vis des open interest concernant Yobi. On peut y retourner concernant Yobi, donc je ne sais pas trop à quoi il joue actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Il a bien en fait accumulé à peu près 20 000 bitcoins. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à Yobi? On peut le regarder. En fait, je vous invite à aller chercher une charte qui s'appelle CoinHank, ici, coinhank.com, Open Interest au niveau des contrats. Et vous avez tout simplement les contrats, donc vous pouvez les mettre à la fois en dollars ou à la fois en USDT. Moi, je préfère les mettre en BTC, pardon. Soit en dollars, soit en BTC. Je préfère les mettre en BTC. Et vous avez toute la ribambelle, actuellement, des tokens qui sont Bitcoin, qui sont actuellement dans les contrats à terme, en vue d'être spéculés. Donc, vous avez tout à fait raison. Hein.
c'est aussi bien des longs que des shorts. Ça, je partage complètement votre idée par rapport à ça. On sait que le plus gros, et depuis peu, en fait, c'est le CME, avec 153 000 bitcoins, suivi de Binance avec Central Bitcoin, et il est ici, alors on va pas tous les faire, hein, BitGet, le nouveau arrivé avec près de 90 000 bitcoins leveragés actuellement sur des contrats à terme, ou perpétuels, et ici, Yobi, 22 000 bitcoins. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que oui ou non. Alors, pourquoi moi je vous le dis, et je suis peut-être très en avance par rapport à ce qui pourrait potentiellement arriver, c'est qu'en fait, on a déjà vu pire sur Yobi. Si vous reprenez en fait par rapport au précédent cycle, bien que le fait qu'il y avait quasiment plus aucune spéculation au niveau de Yobi à l'époque, on avait ici 10 000 bitcoins, donc ici contre 20 000 bitcoins. Si vous revenez en fait par rapport au précédent ATH, on avait 8 000 bitcoins. Et si vous revenez à l'envolée spectaculaire au niveau de bitcoin quand on a enclenché le cycle de 2020-2021, on parle de 42-43 000 bitcoins qui étaient leveragés sur Yobi à ce moment-là. 45 000 même, on l'a ici. 38, 40, 45, 49, je viens de voir passer 49. Donc vous voyez qu'on peut encore doubler, si vous voulez. Donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Peut-être pas. Maintenant, s'il faut aller le chercher avant de partir sur un magnifique pli haussier, ça risque, bien évidemment, d'arriver, tout simplement. Et il faudra donc un signe technique, une news virale, donc ce n'est que hypothétique. C'est juste une succession de news qui m'ont fait penser que il fallait peut-être en parler, en tout cas, vous en informer. Maintenant, pourquoi il y a quelque chose qui m'en inquiète encore plus? C'est que vous avez tout à fait raison, lorsqu'il y a une augmentation franche au niveau des open interest, bien que celle-ci soit assez franche depuis les tops de marché, ce qui est assez bizarre, c'est que vous devez retrouver logiquement une parité par rapport aux frais de financement, au funding. Et les funding, ça va peut-être vous faire sourire, ils sont plutôt positifs, en fait, du côté de l'ensemble des échangeurs. Vous voyez, quand c'est vert ici, ça veut dire que les frais de financement sont négatifs, ça veut dire qu'on paye les acheteurs pour pouvoir collatéraliser ce marché. Donc c'est plutôt ici les longs qui sont récompensés plutôt que les vendeurs à découvert. Donc on peut partir du principe que par rapport à ces frais de financement, il a peut-être plus de vendeurs à l'heure où je vous parle, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre, que d'acheteurs actuellement. Mais est-ce que vous retrouvez Yobi là-dessus? Non. Et il n'y a pas Yobi du côté de CoinGlace. Et là, on va aller regarder au niveau de l'order flow sur la prédictive de funding rate par rapport aux agrégations. Et on va aller regarder tout simplement Yobi. Ah, Yobi, il y est. Donc on va mettre Yobi. Et Yobi, il ne s'affiche pas. Je l'ai regardé, c'est troublant. Dès lors, ça avait très difficile de savoir si oui ou non c'est plutôt de l'achat ou plutôt de la vente. J'ai retrouvé un site que je n'arrive pas à retrouver, comme quoi il y aurait un funding un tout petit peu positif. Mais ça ne va pas casser trois pattes à un canard. C'est juste un peu positif. Donc ma question à penser, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que oui ou non vous vous rappelez d'avoir déjà eu ces datas entre les mains? Et si vous avez vos datas, partagez-moi sur le Discord, ça m'intéresse. Ça, on donne crédit. Est-ce que c'est plus du short? Est-ce que c'est plus du long? Mais actuellement, malheureusement, ces datas ne sont tout simplement pas accessibles. Et c'est quand même assez surprenant d'avoir un personnage qui prône cette philosophie de tout transparent, cette philosophie du tout décentralisé, où tout se voit à chaque instant, et que on fait une tannée pour essayer de retrouver ses frais de financement sur sa plateforme. C'est quand même assez troublant cette histoire, vous y conviendrez. Donc si vous les trouvez, moi ça m'intéresse grandement. Si vous les trouvez pas, honnêtement, je préfère m'éloigner de ce type d'exchange ou m'éloigner de ce type de profil, puisque généralement, quand les grands chevaliers blancs veulent trop en montrer, c'est qu'ils ont probablement beaucoup, et je dis bien, beaucoup de choses à cacher. Je finis juste par rapport à ce que je vous avais proposé en début. Je ne vais pas jouer Bitcoin, je préfère jouer Ethereum, mais vous avez deux choses à jouer sur Bitcoin comme sur Ethereum. Un, au niveau du Chicago Mercantile. Donc je vais enlever mon USDD ici que j'avais rajouté. Par rapport au gap, il y a un petit gap effectivement qui s'y trouve ici, à peu près les 62 000 $. Je ne vais pas le laisser comme ça, je vais le remettre en normal. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, ici, donc 62 000 $ à peu près par rapport à Bitcoin. Juste ici, 62 000 $, je ne l'avais pas vu par rapport aux 30 000. Bon, c'est pas très très grave, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je fais des bêtises depuis tout à l'heure. J'ai dû enlever, mais je le remettrai plus tard. C'est pas très très grave. J'ai dû faire des petites bêtises tout à l'heure quand j'ai trifouillé sur mon TradingView. Ici, donc 62 000 $ par rapport à Bitcoin vis-à-vis du trop de cotation ou du gap CME si vous voulez. Et du côté de ETH, il y en a également aux alentours des 3 000 $. Vous l'avez peut-être vu passer. Je vais essayer de le récupérer au niveau du CME. Est-ce que je vais le récupérer assez facilement ou pas? Je ne sais plus si je l'ai au niveau de 1. Je ne sais plus c'est quoi le sigle au niveau du CME par rapport à Ethereum. Mais il y a un gap également parce que ça a été beaucoup partagé sur le Discord des rois du marché également. Bon, je ne le retrouve plus, je retrouverai le cycle, c'est pas très très grave. Mais il y a un gap aux alentours des 3 000 $. Dès lors, moi je regarde toujours ma même boussole. Cette boussole-là, c'est celle-ci au niveau des clôtures d'options.
Et actuellement, on a un max pain price à 2800$. Si vous regardez du côté de Bitcoin, vous avez un max price aux alentours des 61 000$. Et là, on fait la cote-part. 61, 3008. 2008, pardon. Pas 3008, 2008. Bon, on va regarder tout simplement ce que ça donne au niveau du Bitcoin, au niveau d'Ethereum. Si on doit le jouer sur une petite time frame, c'est tout à fait possible. Hein. C'est plutôt pas trop mal en termes de visibilité. On peut aller chercher ces 62 000$. Ça fait une hausse à peu près de 3,61%. Why not? Et on clôturera donc bien au-dessus des fameux 59 000$ pour continuer cette forme de range ou de latéralisation qu'on peut aussi appeler une consolidation. Si je vais du côté de Ethereum, cette fois-ci, j'ai exactement la même chose. Si on peut viser les 3 000$ par rapport au gap qui se trouve à ces alentours-là, ça fait un joli ratio. Risque-récompense, ça fait à peu près 18%, 16, 18%. Et si je viens en fait tout simplement clôturer aux alentours des 2800$, donc au-dessus des 2800$, sous résistance ici par rapport à cette petite consolidation, c'est ce que je vise tout simplement pour la fin du mois, dans 48 heures à peu près, un peu plus de 48 heures, ou la fin des options, c'est demain la fin des options, on pourrait avoir une magnifique envolée, donc pensez à moi si ça arrive au niveau des 2800€. Et à ce moment-là, vous avez un magnifique play à jouer, puisque le risque-récompense est beaucoup plus avantageux sur Ethereum que sur Bitcoin. Alors, est-ce qu'on peut le jouer maintenant? Est-ce qu'il faut le jouer tout de suite? Pas forcément, mais vous pouvez en fait viser le haut de canal ici, 2800$ par rapport à la clôture, puisqu'il faut absolument qu'on clôture, et je le répète, au-dessus des 2800$ pour ne pas structurer des M-top en mensuel avant la fin du mois. Et vous pouvez très bien le jouer sur la news au niveau d'un démarrage de flux beaucoup plus bas. En fait, si vous venez ici aux alentours des 2500, 2400, allez, on va arrondir 2500$ par rapport à cette petite trendline de para-range. C'est complètement jouable et ce serait en fait catalysé par rapport à une news ici qui devrait arriver notamment du côté du CPE Core par exemple. Donc mouvement de volatilité, probablement que la décision est déjà prise mais on ne la sait pas encore puisqu'on ne connaît pas en fait le rendu final de ce qu'il y aura là et en fonction de cette indication là, à ce moment là ce sera aussi baissier mais la décision est probablement déjà prise mais elle n'est pas déjà pricée. Donc PCE Core, plutôt intéressant de l'observer. Et demain, vous avez le PIB, tout simplement. Donc PCE Core, PIB, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui au niveau du PIB. Ou voilà, PIB aujourd'hui, donc très catalysant, PCE Core, et demain également PCE Core, intertrimestriel. Voilà, vous avez tout en main. Donc personnellement, moi je vais le jouer, mais je ne le jouerai pas sur Bitcoin, je vais le jouer sur Ethereum, sur un petit play très avantageux, un ratio de 1 pour 3 à peu près, sur ce petit para-range, je trouve ça plutôt pas mal pour aller chercher un peu de liquidité, donc je m'attends à ça. Donc ça peut faire quelque chose comme ça, hein, par exemple, ça... et puis repartir, quelque chose comme ça, puis hop, repartir. Il faudra être attentif et le jouer en horaire personnellement. Donc attendez bien les afflux de news. Mais l'objectif, c'est d'aller clôturer la fin du mois au-dessus des 2800$ sur Ethereum. Et je compte bien y arriver. Et je pense bien qu'on va réussir à clôturer du Ethereum au-dessus des 2800$. Je peux peut-être me tromper. Et si je me trompe, c'est vraiment dommage. Parce qu'on aura des structures relativement violentes pour nous envoyer sur une forme de latéralisation, puisque les structures, on le dira comme suit, seront faites. Ciao.